Bon, le micro est allumé. Et on va dire que je suis prêt. Bien plus prêt que la semaine dernière. Allez, gros bouton. Hop là, bonsoir. Bonsoir à tous. Et hop, je mets un gros coup dans le micro. J'espère que vous allez bien en ce vendredi 1er mai. Fête internationale des travailleurs et des travailleuses. Et donc forcément, pour la plupart d'entre nous, c'était relâche. Et moi, je suis en vacances. Voilà. J'espère que ça se passe bien pour vous. Comme vous l'avez vu, comme je l'ai annoncé plusieurs fois sur les réseaux sociaux ce soir, grand écart par rapport à la semaine dernière, puisqu'on passe de infrastructure web à réparation de téléphone, en l'occurrence mon Fairphone. J'ai un port USB-C à lui faire, à lui changer, et donc on va s'en occuper. Vu que j'ai réussi à retrouver le matos, les câbles, tout le bordel, passer la rallonge et tout le tintouin pour réussir à brancher tout, pour pouvoir filmer le téléphone sur le bureau pour que vous puissiez voir comment ça se répare. Et pourquoi un Fairphone, c'est très bien pour ça. Euh, donc c'est cool. J'ai retrouvé en plus en même temps, même PPR, gros trépied là pour le coup, qui est fait pour appareil photo. Puis là, il a mon âge, hein. Je vous cache pas. Vénérable, hein. Il a du vécu, il a quelques pains, évidemment, mais au début, je voulais m'en servir, puis en fait, ça mettait la caméra beaucoup trop loin et on voyait rien sur le téléphone. Et puis l'idée, c'était pas de reproduire la fameuse caméra calvitie qu'on avait eue quand j'avais refait le système de refroidissement de mon ancien laptop. Voilà, on parle d'un stream qui a 2 ans, hein. Donc, voilà, donc ça va être cool. Et puis, bah, si un peu de réparation matérielle vous plaît, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, vous voyez derrière, là-bas, là, il y a un truc qui s'appelle un électrophone. Donc c'est un lecteur de vinyle avec les haut-parleurs qui sont dessus, là. Il y a ces deux haut-parleurs. Monsieur ne fonctionne plus, il a un truc qui est grippé, et donc l'idée c'est de le démonter pour essayer de réparer tout ça. Bon, actuellement en stock j'ai un seul vinyle ici, mais c'est suffisant. C'est suffisant. Donc voilà. Euh, Bon, puis bah voilà, ce sera aussi l'occasion de faire d'autres trucs un peu plus physiques la prochaine fois. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire sinon? Oui, on a de nouveaux followers qui sont arrivés manifestement. Oui, parce que je suis passé sur le stream d'Adrien mercredi soir. Enfin, je suis un peu de loin ce qu'il est en train de faire avec son installation de NixOS. Et NixOS, qui est le fameux choix qui a été fait par notre direction interministérielle du numérique, pour remplacer Windows sur les postes de travail de la fameuse direction, la DINUM, donc. Et donc il a décidé de s'y intéresser pour voir comment ça fonctionnait, et donc je suis ça un peu de loin parce que j'ai un peu la flemme de regarder moi. On va se mentir. Euh, Donc voilà, et comme à son habitude, Adrien m'a fait une petite pub gratos. Je le demande jamais, hein. Je suis pas là pour ça. Mais il le fait, donc c'est cool à lui, merci encore. Et donc on a 3 nouveaux followers. Jean. Alors, est-ce qu'on prononce le H à la fin? De Jean Durache, Jean Dur. On a 1974, indice, et Metadata avec du lead speed. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous si vous êtes là. Euh, Attendez, j'ai un petit bruit là. Le téléphone est en ne pas déranger, donc normalement. Non, je sais pas. Le problème du casque, c'est qu'on n'entend absolument rien autour. Donc voilà, bienvenue à vous. Comme je l'ai dit, je pars dans tous les sens sur cette chaîne. Là, on fait de la réparation de téléphone. La semaine dernière, c'était de l'infraweb. On a du Kubernetes. On a de l'IA générative en local. On a plein de choses différentes. Euh,
Ok, donc j'ai un délire avec la souris qu'il y a dans ma chambre. Donc du coup, c'est compliqué de dire... Je n'ai jamais un seul sujet, je suis beaucoup trop curieux de tout pour me concentrer sur un seul sujet. Alors, oulala, oulala, alors, bonsoir, bonsoir Alain, j'espère que tu vas bien. Et bonsoir Diz, donc j'ai dit bienvenue, je t'avais dit bienvenue. Euh, donc voilà, bon comme d'habitude, avant d'attaquer le téléphone, hein, il y a quand même quelques infos dont il faut qu'on discute un peu, parce qu'on va pas se mentir, c'est pas calme, hein. Alors je parle pas de géopolitique plus que ça, mais en tout cas, on a eu quelques trucs assez énervés. Alors première chose pour reparler de ce qu'on a fait la semaine dernière, promis, l'article il est quasiment fini. Bon, il n'a pas encore de catégorie, ça se voit, mais j'ai encore 2-3 trucs, j'aimerais retrouver 2-3 liens, etc. Et peut-être même une ou deux illustrations, mais du coup, l'idée, voilà, c'est de sortir l'article sur Varnish, idéalement ce week-end, avant que je parte, sinon je le publierai de chez ma mère, c'est pas un souci. Mais il est pratiquement prêt, il fait quasiment 3000 mots, donc il y a de quoi faire. Et encore, dedans, il y a 2-3 trucs où j'ai oublié de faire les copier-coller avant de supprimer la plateforme. Pardon, avant de supprimer la plateforme de test. Donc voilà. Non, la deuxième que j'ai vue... dans le dernier article que j'ai publié sur le blog, c'est un article sur Z, donc éditeur de code. Donc j'ai fait la petite blague avec un Z qui veut dire Zoro. Mais donc j'expliquais pourquoi j'aimais bien Z en tant qu'éditeur de code par rapport à ce que j'utilisais avant qui était Sublime Text et par rapport à VS Code que je trouve beaucoup trop lourd et pénible pour ce qu'il fait. Euh, Cet article-là, manifestement, a eu un petit succès. J'ai pas été regarder les stats encore. Faut que je m'occupe de mon Matomo parce que je crois qu'il est en manque de mise à jour. Mais du coup, il y a le, le thread de pseudo Happy to Dev qui fait une newsletter qui s'appelle Quoi de neuf les devs, qui a décidé d'inclure mon article dans sa veille. Bon, voilà, je suis là, et en fait, si on descend un peu, on voit configurer votre éditeur Z, il est là. Il a repris la blague. Donc il a mon âge. Non, je déconne, mais en tout cas, il connaît. Il a la ref. Et en fait, il m'a même contacté parce qu'il aime bien faire des interviews. Et du coup, je suis censé lui remplir un formulaire quand il m'aura envoyé le lien. Voilà. Donc, vous aurez mon interview dans une prochaine édition de Quoi de neuf les devs. C'est de la veille tech à chaque fois, toutes les semaines, il fait de la curation. Et bon, pour ceux qui ont peur ou pas forcément l'envie ou le temps de faire soi-même la compilation de toutes les sources, moi j'ai beaucoup trop de flux RSS dans mon Fresh RSS, donc chacun sa façon de voir les choses. Et en fait, toutes les semaines, il essaye d'inclure une interview de quelqu'un, donc c'est cool. Voilà, voilà. Que dire d'autre? Oui, alors du coup, l'éléphant dans la pièce. Copy fail, parce que c'est la grosse info de sécurité de la semaine, avec une autre hein, sur laquelle je reviendrai juste après, mais faille de sécurité Linux qui a été découvert par une IA, voilà, euh, concernant euh, un module noyau euh, qui, comment, qui fait partie du sous-système crypto. Et donc en gros, il y en a qui sont en train de patcher, il y en a et en attendant, ça dit on peut désactiver le module ou
tiens à préciser que tu es tout nouveau sur Linux 10 et que tu cherches à te reconvertir dans l'administration système et serveur. Incroyable. Mais avant d'être consultant DevOps et observabilité principalement, euh, j'étais aussi administrateur système. J'ai commencé même par là en hors professionnel avec des serveurs de jeux Call of Duty 2. Ça se voit au nombre de cheveux qui me restent au-dessus. Bah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, c'est pas le sujet de ce soir, mais il arrive qu'il y en ait. Il arrive qu'il y en ait. Et on m'a dit récemment qu'il y avait quelques articles sur mon blog qui avaient besoin de rafraîchissement à ce sujet. Notamment celui sur SSH. Et il n'y avait pas complètement tort. Ah, donc... Oui, donc la fameuse copy file, parce que... hein, toutes les bonnes failles de sécurité ont un nom maintenant. Il leur faut un nom, un site web, machin, etc. C'est infernal à chaque fois ce genre de truc, je déteste ça. Bon, le fait est que là, c'est quand même méchant, parce que c'est vraiment une grosse élévation de privilèges. Il faut quand même pouvoir exécuter un script sur le serveur. Mais c'est un peu dégueulasse. Fort heureusement, voilà, c'est relativement facile à mitiger, voire corriger. Donc, il y en a certains qui ont déjà patché leur noyau. J'ai vu notamment c'était les ingés de Sidero, donc qui font Talos, donc la distribution Kubernetes que moi j'utilise pour mon cluster, et qu'un certain Quentin, alias Tasse de Café, a l'air d'utiliser un petit peu aussi. Pour faire dans la. Pour faire dans l'euphémisme. C'est grâce à lui que j'ai découvert Talos et que je me suis mis à l'utiliser. Donc, on va pas se mentir. Euh, Bon, par chance, c'est pas une faille qui est quand même facile à exploiter. Et on peut bloquer le module. A priori, c'est pas critique, donc on peut bloquer le module si on a du Ubuntu, du Debian ou du Arch. Sur tout ce qui est Red Hat, Rocky, Alma Linux, c'est un peu plus merdique parce que pour le coup, Red Hat a fait le choix de compiler le module en dur. Et donc là, bah, il n'y a pas de module à désactiver puisqu'il est directement compilé dans le noyau. Et donc c'est de la désactivation en fait des fonctionnalités qui sont intégrées dedans quand même. On a quand même des actions pour dire ça a beau être compilé dans le noyau, c'est pas pour ça que c'est forcément actif par défaut. On peut quand même le désactiver même si c'est compilé dedans. Ça peut être intéressant aussi pour certains vieux papis qui utilisent encore des noyaux full compilés sans support des modules dynamiques sur des serveurs OVH. C'est pareil, ça parlera à ceux qui ont à peu près autant de cheveux que moi. Donc, encore, normalement, ça fait longtemps qu'ils ont arrêté ce truc-là. Pendant très longtemps, OVH, pour leur serveur dédié, ils proposaient des noyaux optimisés, plus récents que les noyaux des distributions, pour mieux supporter le matériel. Et ces noyaux avaient la particularité de ne pas supporter le chargement dynamique de modules. Euh, Ce qui est cool pour la sécu, parce qu'on risque pas de se faire charger un module, même malveillant à la volée. Le problème, c'est que le jour où il vous manque quelque chose, bah, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de tout recompiler. Voilà. Donc, mais il proposait aussi des noyaux optimisés, notamment pour les serveurs de jeu. J'ai fait partie de ces utilisateurs-là pendant quelques années. Euh, Voilà, voilà. Du coup, globalement, c'est pas la mort. Vaut mieux quand même y faire attention parce que on commence à avoir d'époque pour pas mal de contextes d'exécution. Donc là, on parle via un noyau via un module du noyau, mais c'est du coup une faille qui est exploitable aussi bien sur un système d'exploitation classique que sur de la conteneurisation. La conteneurisation ne vous sauve absolument pas de cette faille. Donc du coup, bah voilà, c'est pas plus mal d'avoir de s'en préoccuper. Moi, je me suis occupé de ça. Quand est-ce que j'ai fait ça? Je sais plus. Mercredi, je crois, mercredi soir, j'ai pris une petite heure. Je suis allé faire le tour de mes machines.
J'ai redémarré tout en plus dans la foulée, histoire d'être peinard. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que l'article de Corben fait à peu près le tour du... Comment? Le tour du sujet pour comprendre exactement quel est le problème et aussi quels sont les contextes qui sont moins attaqués. Bon. Là, par exemple, GrapheneOS utilise SE-Linux et eux, ils disent qu'ils bloquent ils bloquent le module à un seul processus, donc du coup, la faille n'est pas exploitable. Ce qui est marrant, c'est que ce Linux est activé par défaut sur les univers Red Hat, donc Red Hat, Fedora, Rocky, Alma Linux, Oracle Linux, et c'est déjà pas mal, ça en fait trop. Sauf que le problème, c'est que les policies qu'ils embarquent, bah, par défaut, ça autorise tout process utilisateur à exécuter, à créer les sockets. Donc, bah, du coup, voilà, dans le cul. Euh, Ça passe quand même. Donc en fait, voilà. On est. C'est quelque chose qui est pas non plus mortel. Le fait de pouvoir l'exécuter est pas d'une simplicité folle. Mais c'est quand même une bonne grosse élévation de privilèges. Et il y a déjà des POC dans la nature, ce qui veut dire que vous pouvez être certain qu'il y a des robots qui commencent déjà à essayer de l'exploiter. Et il n'y a pas de. Même je regarde un peu pour découper ma caméra, mais c'est n'importe quoi. Euh, Donc voilà, donc je vous mets l'article de Corben parce que lui, il fait vraiment bien le tour de la question. Et, euh, et j'avoue, c'est vraiment c'est le meilleur résumé que j'ai pu voir, en fait. C'est pas compliqué, il a vraiment agrégé à peu près tout. Il vous montre même comment tester vous-même la faille si vous voulez, pour comprendre si vous êtes touché ou pas. Voilà, voilà. Non, qu'est-ce que... Alors du coup, sur un autre sujet... Bah si, ouais. Sécurité informatique toujours. Vous avez entendu parler de cette faille magnifique de France Titre qui compte a priori, qui a touché les données d'à peu près 12 millions d'utilisateurs français. Hein. Euh, donc, et il s'avère qu'a priori, bah, la personne qu'ils ont interpellée a 15 ans seulement. Voilà, ça c'est fait. Euh, pour dire à quel point le système était pourri. Le mec est même pas... Enfin, le gamin, parce que 15 ans, pour moi, c'est un gamin, hein, désolé. Mais ça n'est pas péjoratif. Hein. C'est un fait. 15 ans, c'est jeune. Et pour qu'un gamin de 15 ans, même étant passionné de sécurité informatique, soit capable de rentrer aussi facilement dans un système de l'État qui gère des documents, dont les documents d'identité des Français, euh, c'est que vraiment on fait de la merde au niveau des services de l'État et ça commence à être pénible. Voilà, donc c'est un peu chiant, mais voilà, donc ils ont arrêté. On en est là, et sachant que le truc est resté hors ligne pendant plusieurs jours, c'est-à-dire que, alors je sais pas si ça a rouvert, j'ai même pas été testé, j'ai pas envie, mais salut Matt. Le comment Le site de la NTS est resté fermé pendant plusieurs jours le week-end dernier. Et c'est juste pas possible. Enfin, on en est à ce point-là. Les mecs se disent on est en train de sécuriser. Au bout de 4 jours, c'est plus de la sécurisation. Ils sont en train de réécrire le site. C'est quand même dingue. Donc c'est assez fou. Que dire d'autre? Ouais, sinon. Ah oui, alors très très rigolo. Alors j'ai vu passer des rentes à propos de GitHub qui commencent à être à peu près aussi fiables que Windows. C'est pas surprenant, GitHub appartient à Microsoft. J'ai vu passer plusieurs trucs sur son manque de fiabilité, sur le fait que depuis que ça a été racheté par Microsoft, il y a des problèmes, sur
Et il y a des gros projets avec pas mal de visibilité qui ont annoncé qu'ils allaient quitter la plateforme GitHub parce qu'ils n'en pouvaient plus travailler, parce que c'était plus fiable, qu'ils pouvaient discuter avec personne parce qu'il n'y avait pas de support ou ce genre de choses. Euh, le gouvernement néerlandais s'est amusé à monter une plateforme basée sur, alors je sais, Forgeo, c'est ça? On ne prononce pas le J si j'ai bien compris. Un jour, ils choisiront un truc qui ressemble à quelque chose comme nom et comme ça, on pourra le prononcer. Euh, voilà, donc, ça parle de développement là, mais en fait non. Mais l'idée, c'est, voilà, ils ont monté une instance. Donc, Forjo, pour rappel, c'est un fork de Gitty qui était un fork de Gogs, qui est une plateforme, ce qu'on appelle une forge Git, comme GitLab et GitHub. Alors, GitHub, lui, il est full propriétaire, hébergé encore sur AWS, je crois, avec des bouts qui commencent à être sur Azure, ce qui ne doit pas aider au fait que justement c'est pas fiable. Et comment GitLab propose plus ou moins le même modèle, mais malgré tout, le logiciel, lui, il est hébergeable soi-même, moyennant des grosses ressources, parce que c'est lourd, GitLab. J'ai essayé, c'est pas resté longtemps. Et donc Gogs à l'origine, puis Gitty, qui existe toujours et qui est toujours maintenu, il n'y a pas de souci, mais qui a été forqué en Forgeo, si j'ai bien compris, euh, parce que pas mal de développeurs n'étaient pas d'accord avec la gestion, parce que derrière Gitty maintenant c'est une entreprise, donc il y a toujours des risques, des craintes, déjà sur la marque Gitty, et derrière sur le fait que le code pourrait devenir propriétaire, etc. Donc ils ont forqué le truc et c'est géré de manière communautaire, notamment en Allemagne. Et donc les Hollandais ont décidé, le gouvernement hollandais a décidé de déployer une forge Git basée sur Forgeo pour faire pour la diffusion du code source. Alors vu qu'à mon avis l'interface va être principalement en néerlandais, bon, hein, comment dire? Non, c'est oui parce que si, moi c'est marqué français et puis là c'est quand même marqué, hop là, c'est quand même en hollandais. D'ailleurs, comment il le traduit ça? Tiens, on va voir un peu. Clic droit, tu peux faire traduire la sélection en français. Plateforme de code pour le gouvernement néerlandais. Bon bah c'est bon, principalement pour la diffusion du code, d'accord. Pour la diffusion du code gouvernemental. Bon, pas mal, hein? Nous, la DINU, pour l'instant, elle publie sur GitHub, hein. C'est-à-dire que le jour où GitHub décide de nous couper les ponts, faudra qu'ils se démerdent pour réussir à republier ailleurs en urgence. C'est leur problème. Donc voilà. Ah mais oui, mais j'avais gardé ça. Génial. Tiens, bah tu commences à faire de l'administration système, Dids. Voilà un bon gros sujet pour toi, une très bonne lecture concernant le fait que dès que tu laisses un truc ouvert sur Internet, il va se faire attaquer. On l'a vu pendant le live sur Varnish, replay sur YouTube. Vous avez... Ah, le robot a pas encore publié le... Tiens, c'est marrant. D'habitude, j'ai le robot, il balance le lien pour les gouverner tous. Bon, normalement, il le fait une fois toutes les demi-heures. Eh ben voilà, suffisait de demander. Et donc, il y a le lien vers tous mes points de contact, réseaux sociaux et les replays sur YouTube. Sachant que celui de ce soir, je vais essayer de le balancer très très vite, histoire d'être peinard. Donc oui, donc dans cet article, le mec s'est amusé à publier ce qu'on appelle un pot de miel. Donc c'est pas un vrai serveur finalement, en fait, c'est un serveur avec un script Python qui se fait passer pour un Ubuntu avec un OpenSSH. Il accepte tous les mots de passe, il accepte toutes les commandes, mais en fait tout est fake. Il fait semblant de répondre à tout. Et il l'a laissé comme ça pendant quasiment 2 mois.
Et après, il s'est amusé à parser tous les logs. Et alors là, bah c'est pas compliqué. Déjà, au bout d'une minute, il avait déjà des tentatives de connexion SSH sur le serveur. Une minute. Nous, on a eu 20 minutes avant que le Varnish prenne ses premières requêtes douteuses. Lui, c'était une minute sur le SSH. Et encore, c'est parce qu'on n'a pas regardé on n'a pas regardé à fond le journal du serveur de labo Varnish qu'on avait fait. Parce que là, c'était quelque chose. Et donc là, voilà, en 54 jours, il s'est pris 270 000 tentatives de connexion. Bon, 260 000 entre guillemets, et c'est un truc de fou. Franchement, c'est vachement intéressant à lire. Je vais pas m'attarder plus que ça dessus. Je vous balance le lien comme ça, vous le mettez de côté pour si vous savez pas quoi faire ce week-end. Et, euh, et franchement, ça vaut le coup. Euh, Non, ça, je vais pas en parler parce que j'ai pas encore tout lu l'article, donc du coup, c'est pas compliqué, c'est pas évident. Non, très rigolo, on va reparler vite fait. Vous savez à quel point je suis. C'est une relation amour-haine que j'ai avec AMD concernant, concernant l'IA générative. Euh, que ce soit aussi bien sur ma carte graphique que sur mon ordinateur portable avec ses ressources un peu différentes. Et notamment sur le papier, un Neural Processing Unit qui est censé pouvoir, qui est censé pouvoir servir à quelque chose. Euh, AMD back un projet qui s'appelle Lemonade, qui vient de sortir en version 10.3, et je ne savais pas que la partie interface graphique était faite avec le truc que je déteste le plus. Une des raisons pour lesquelles je peux pas piffer VS Code, qui est Electron. Electron, c'est un framework pour faire des applications mobiles, enfin pour faire des applications multiplateformes, pardon. Pas mobile pour le coup, mais et en fait dans la pratique c'est quoi? C'est euh, l'interface en pratique, c'est du Chromium, donc c'est un navigateur web. Donc votre application est une application web avec derrière des crochets et un back-end avec du Node.js. Donc en gros tout ce que je déteste. Et c'est du Chromium, donc des techno-web qui sont ultra lourdes pour rien, c'est-à-dire qu'une application à vide, elle va peser 100 mégas en RAM juste parce que c'est un navigateur. Et derrière, on rajoute du Node.js avec du JavaScript, donc, qui est le langage qui devrait crever, brûler, décapiter, tout ce que vous voulez, tout en même temps si possible, puisque c'est juste pas bien. Et donc, il s'avère qu'ils ont dans cette nouvelle version, ils ont fait plusieurs changements assez majeurs. Donc effectivement, ils ont dégagé Electron. Ils ont aussi rajouté OmniRouter qui leur permet d'unifier un peu la façon dont ils gèrent euh, le, la partie. Alors, ils appellent ça omnimodal, mais en gros, c'est si vous voulez pouvoir gérer de l'image, du son, etc. Tout ça se fait de manière unifiée maintenant dans l'application. Et, bon. Et surtout, ils ont décidé d'utiliser Tori. Tori, c'est un framework en Rust. Voilà. Alors, ça reste quand même de la techno web, mais du coup, c'est un moteur d'exécution dédié. C'est un framework d'exécution dédié avec du Rust derrière. Et autant vous dire, là, on voit hein, la différence. Hein. C'est que d'un côté, on était sur 100 mégas avec la version précédente et on est à 10 mégas avec la nouvelle. Ça vous laisse imaginer la lourdeur d'électrons. C'est un truc de dingue. Voilà, voilà. Non, maintenant ils ont aussi découplé le fait enfin ils ont aussi découplé un peu Oliama et on peut mettre à jour l'IAMA CPP, enfin pas Oliama mais l'IAMA CPP, qui est le moteur d'exécution de modèles que j'avais tenté d'utiliser la dernière fois, que j'utilise très bien sur mon portable mais où ça s'est un peu moins bien passé sous Windows là. Donc voilà. Et
Et bon, à savoir que si vous essayez de l'utiliser sur un Ubuntu très récent, manifestement, bon, avec Wayland, ça se passe pas bien. Bon, ça c'est... Et pour dire à quel point je déteste AMD, c'est-à-dire que moi, mon ordinateur, là, il a déjà 1 an et demi, le laptop. Le Proso a 2 ans, technologiquement parlant. Et en fait, vous voyez, dans le projet Lemonade, on a une issue qui dit merci d'ajouter le support NPU et GPU. Et à propos du NPU, bah, c'est pas compliqué. L'année dernière, donc il y a 1 an, un mec référençait plusieurs issues à ce sujet-là. Vous voyez, les issues sont toujours ouvertes. Voilà. Et il y en a certaines qui datent de 2024. Et il y a un autre projet qui s'appelle FastFlow LM, qui lui a dit, bah en fait, on peut utiliser que les nouvelles générations de NPU et les premières générations, donc moi j'ai un première génération, en fait, ils servent à rien, ils sont trop petits et pas assez puissants, donc on peut rien faire avec. Mais ça, AMD le dit pas, hein. Voilà, ça fait partie des trucs pour lesquels je suis un peu gavé par AMD. Et donc, j'avoue, je m'en passe très bien. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on peut... Non, bah on va commencer, on va attaquer le sujet, hein? Fairphone? Allez. 21h30, oui, d'habitude, généralement, on passe une demi-heure sur les infos, donc c'est à peu près... c'est à peu près ce qu'il faut. Euh... Fairphone est une marque de smartphone qui a été initiée en Hollande. Encore eux, tiens, j'ai pas fait exprès. Euh, dont le positionnement, c'est de faire des téléphones. euh, hop. Oh putain. Alors, moi, je vais déjà faire ça. J'ai mis un coup dans la caméra et elle s'est cassée la gueule. Bon, je recalerai ça tout à l'heure. Hop, de toute façon, on n'y est pas encore. Ils font des téléphones. Alors déjà, qui cherchent à faire durer au moins 5 ans. Euh, avec des matériaux, si possible, recyclés. Et comment? Et dans les matériaux, il y a aussi notamment pas mal de métaux ou de matières premières plus généralement. Ils essayent, si possible, de sourcer ou de forcer leurs fabricants, parce qu'au final c'est fabriqué en Chine, hein, comme d'habitude, mais tous les composants, qu'est-ce qui n'est pas fabriqué en Chine dans la tech de toute façon? De plus en plus de trucs, mais c'est toujours en Chine la plupart du temps. Mais les fabricants doivent indiquer et essayer de sourcer leurs matières premières de manière éthique, et donc en dehors de pays en conflit ou avec des législations du travail particulièrement désastreuses. Bon, déjà que historiquement, on s'amuse à épingler la Chine sur le fait qu'ils font travailler des enfants, mais renseignez-vous 2 secondes sur la moitié des mines en Afrique qui extraient les matériaux qui permettent de faire les batteries et certains composants électroniques. Et c'est pas des mineurs de 30 ans qui descendent dans les mines, c'est des gamins de 10 ans avec des seaux et très peu de moyens et encore moins de protection. Donc c'est le genre de choses où ils essayent de faire attention, ce qui fait bah, du coup des téléphones avec peu de volume et bah, forcément un peu plus cher. Mais ils ont aussi à cœur la réparabilité. Donc là, vous voyez quelque chose sur le Fairphone 6 par exemple, la photo d'aperçu, il y a quoi là? Quelque chose que vous verrez pas sur pas beaucoup de téléphones, qui sont 2 vis. Alors moi sur le mien c'est un Fairphone 4, donc il n'y a pas de vis, mais donc voilà. Et alors ils font aussi, parce que c'est vrai qu'ils sont quand même un petit peu diversifiés, donc historiquement la marque s'appelle Fairphone parce qu'ils font des téléphones, mais ils ont aussi... Alors là c'est un petit peu plus surprenant parce que ce genre d'appareil c'est vraiment pas le genre de truc facile à réparer, mais ils font comment? Des écouteurs sans fil, intra... alors c'est vrai que le site est pas foufou. Euh, mais qui peuvent être partiellement démontés quand même. C'est vrai que j'avais vu ça, mais
on peut remplacer la batterie de ces trucs-là, ce qui est un tour de force quand même pour ce genre d'appareil, on va pas se mentir. Euh, J'ai eu l'occasion d'acheter un petit boîtier à la con, comme ça, d'écouteurs sans fil rechargeables à 60 balles, parce que j'avais besoin d'écouteurs pour le trajet en RER, et j'avais oublié les miens. Et du coup, j'ai acheté le truc. Et clairement, jamais de la vie je les répare, jamais de la vie je peux les démonter. Tout est collé, tout est. Donc Fairphone arrive à en faire comme ça des démontables réparables. Et la même avec la même avec un casque, du coup, un casque audio. Alors j'avoue que le chargement du site est pas et qui franchement, bon, en vrai, je me tâte à un moment donné à en acheter un parce que j'avoue, la suppression active du bruit, ça peut être quelque chose. Et il avait été, comment? Il avait été testé par plusieurs sites en termes de qualité audio et manifestement, il se défendait pas trop mal. Donc ça pourrait être sympa, mais c'est pas dans mes priorités pour l'instant. En tout cas, voilà. Pareil, réparable, plein d'éléments remplaçables. Et donc, actuellement... Oh putain, il le propose avec... D'accord. Alors, donc, manifestement, le Fairphone 6, il le propose avec deux variantes en termes de système d'exploitation. Donc, la version par défaut, c'est du l'Android classique. Et moi, c'est ce que j'ai. Et on a une variante avec un système d'exploitation. Alors, j'adore Gaël Duval, mais putain, je comprends qu'il ait été traumatisé à l'époque avec Mandrake Linux, avec le procès qui s'est pris, parce que oui, il avait choisi le nom d'un magicien qui était protégé par droit d'auteur, enfin le nom d'un magicien de comics qui était protégé par droit d'auteur. Donc forcément, il s'est fait tomber dessus quand il a commencé à vouloir vendre des services autour de sa distribution Linux. C'était il y a 25 ans, hein. Et même un peu plus. Et comment? Et donc là, le système d'exploitation mobile qu'il a lancé avec Murena, donc Murena, c'est plus les services qui sont autour. L'idée, c'est en gros, on vous propose, donc c'est une base Android, hein, on va pas se mentir, euh, entièrement dépouillée de ce que Google essaye de gicler intégralement au cœur de Android pour continuer de vous tracer dans tous les coins. Et aussi, Murena, c'est une offre de service qui n'est pas gratos pour le coup, puisque c'est pas financé par le fait de vous violer. Donc forcément, il y a besoin de payer réellement, hein, ce que ça coûte vraiment. Mais ça vous propose tous les services que Google vous propose, soi-disant gratuitement, pour accompagner votre téléphone, c'est-à-dire synchronisation des données, commande de calendrier, de contact, voilà. Et boutique en ligne, etc. Parce que forcément, un téléphone Android dégooglisé, bah, il n'y a pas le Play Store, donc il vous faut bien des applications à un moment donné. Donc il y a voilà, ils proposent des solutions pour ça. Donc, alors les services sont optionnels, hein, vous pouvez vous démerder vous-même. Moi, j'ai un Android de base, j'ai pas de compte Google sur mon téléphone, je me démerde sans. C'est clairement pas quelque chose que je recommande à ceux qui sont pas habitués à bricoler les téléphones. Voilà, voilà. Et donc, bah, pour la blague, donc moi j'ai regardé le Fairphone 4, je l'ai acheté en 2022. Il a déjà 4 ans. Il va sur ses 4 ans. Et il était sorti avec Android 11. J'étais bloqué depuis plus d'un an enfin, plus d'un an et demi sur Android 13. Et là, ils nous ont sorti Android 15. Là, il y a un mois. J'en avais reparlé déjà. Alors, ce qui est rigolo, c'est que moi, là, les release notes, moi, elles étaient dans toutes les langues sur le téléphone. C'était un peu bizarre à regarder. Donc, je suis quand même allé voir sur le site pour essayer de vérifier que je faisais pas de conneries et que c'était pas du fake. Non, non, tout était vrai. Mais du coup, voilà, Android 15 sur le Fairphone 4.
qui a déjà 4 ans. Donc ça veut dire qu'il a fait Android 11, Android 12, Android 13. Bon, ils ont fait le saut de 13 à 15 directement. Et donc ça veut dire qu'il en est à sa 4e version d'Android, en 4 ans. C'est pas dégueulasse, hein, comparé à la majorité des téléphones du marché, en dessous de 600 balles, quand vous avez des mises à jour, c'est déjà un miracle. Ça progresse un petit peu, mais c'est toujours rarement garanti. Donc là, déjà, c'est pas mal. Et une des forces, du coup, aussi de Fairphone, c'est que bah, les téléphones sont réparables. Ok. Bah, du coup, vous avez la boutique. Alors moi, en l'occurrence, j'ai déjà filtré, mais vous voyez, pour mon Fairphone 4, qui a pourtant déjà 4 ans, il continue de vendre des batteries de rechange. D'ailleurs, ce téléphone-là, il en est à sa 2e batterie. Le port USB-C, c'est ce qu'on va faire ce soir. Mais vous avez le haut-parleur qui est celui de l'oreille, qui est remplaçable. Le module caméra, qui est remplaçable. La coque arrière, qui est remplaçable si jamais... on va voir, parce que ça se démonte très bien. L'écran, vous pouvez le remplacer si vous le pétez. La caméra avant, vous pouvez la changer. Le haut-parleur, vous pouvez le remplacer. Et ils vous disent aussi que si vous voulez le démonter, il vous faut un tournevis avec un embout PH00. Alors, ils proposent de vendre le tournevis comme ça à l'unité. Clairement, à 5 € le tournevis, acheter un kit iFixit complet, ça se trouve peut-être une trentaine d'euros avec, je sais plus combien j'ai, moi j'ai 64 embouts avec le mien. Il m'avait coûté 30 balles, je crois. 30 ou 40 balles en... Je l'avais peut-être 30 balles en promo, je crois, je sais plus. Et franchement, il fait déjà très bien le boulot. J'ai jamais été en défaut avec. Par contre, si vous démontez les télé, si vous avez, là, on est sur un Fairphone, donc un truc qui est effectivement qui ne nécessite qu'un. Je vais avoir mon kit iFixit et pour faire levier avec un truc en plastique, j'ai pris un de mes machins de réparation, enfin de manipulation pour de montage de Lego pour manipuler les connecteurs. Et c'est tout. Et alors que sur un téléphone classique, je pense à ce bon vieux OnePlus X. Bon, bah lui, c'est dos en verre, châssis en alu, tout collé. Donc il vous faut un truc pour chauffer il faut chauffer les bordures pour la colle. Il vous faut de la ventouse. Il vous faut un truc en plastique pour pouvoir faciliter le décollage et le soulèvement la séparation du dos. Tout ça sans péter parce qu'il est en verre, le bordel, donc à changer, c'est pas simple. Et après, il y a 8 chances, 9 chances sur 10 que le port USB, bon, lui, il est en bon état, donc ça va, mais il y a 9 chances sur 9,9 chances sur 10 que le port USB soit soudé. Donc si vous le pétez, pour réparer, c'est pas la même salade. Voilà, voilà. Et ben là, pour mon téléphone qui a 4 ans. Alors normalement, il y a encore un an, donc il y a des chances que je m'amuse à dire, genre par exemple, je vais m'acheter un écran de rechange avant que ce soit plus dispo. Comme ça, je l'aurai en stock le jour où j'en aurai besoin. Bon, sachant que le mien, il a déjà 2-3 rayures parce que j'ai pas, j'ai été assez con pour ne pas mettre de protection et j'ai trouvé le moyen de le mettre dans une poche avec des clés. Jamais vous faites ça, jamais. C'est un nid à emmerde les clés dans la poche avec le téléphone. Donc du coup, voilà, il a pris un pion. Oui, il est tout à fait utilisable, ça c'est pas un souci. Mais je pense que voilà, avant qu'il lâche, parce que le téléphone, moi, il va faire plus de 5 ans, on va pas dire, je vais pas vous mentir, s'il peut faire plus de 5 ans, il va faire plus de 5 ans. Ce sera même d'ailleurs mon record absolu avec un smartphone. J'ai toujours changé au bout de 2-3 ans. Alors les téléphones ont toujours eu une utilité à côté. Donc, typiquement, le OnePlus X, il date de 2016 et il est encore là, il fonctionne toujours. Mon Huawei P20 Lite de 2019, il me sert toujours dans le cadre professionnel cette fois pour mettre toutes les applications de double authentification. Il est toujours en vie. Et lui, pour le coup, je ne l'ai pas démonté. Pareil, c'est compliqué. Qu'est-ce que j'ai... Alors non. Non, il y en a un, malheureusement. Je dois toujours l'avoir dans un tiroir, mais il servira plus jamais. C'était un smartphone que j'avais racheté en urgence en 2015 parce que j'avais plus rien.
Et le problème que j'ai eu, c'est que j'ai marché dessus. Alors certes, je faisais 30 et quelques kilos de moins à l'époque, mais on était toujours au-dessus des 100 kilos et ça a suffi pour déglinguer l'écran. Donc, bon, bah voilà, hein. Je vous fais pas un dessin. Il n'a pas aidé. Et mon premier smartphone, qui était un Galaxy S, première génération de Galaxy S, 2010. Faudrait que je redemande à Guillaume s'il est encore vivant. Mais en tout cas, je sais qu'il y a 3-4 ans, par exemple, il était encore en vie. Donc il a fait plus de 10 ans, lui, pour le coup. Alors, je compte plus le nombre de batteries, puisqu'à l'époque, lui, pour le coup, la batterie était remplaçable, comme sur le Fairphone aujourd'hui. Mais le Fairphone est une exception en termes de téléphone dans le paysage actuel, parce que tout le monde soude et colle tout. Ça, c'est... Et donc, c'est pas simple. Donc voilà, j'ai donc le port USB-C. Alors, il faut que je nique mon propre éclairage parce que j'ai besoin... Comment ça? J'ai entendu un truc. Oh, bonsoir Onipsis, bienvenue. Merci pour le follow. Alors. Ah oui, en fait, on voit encore pas trop mal avec la lumière en blanc, d'accord, ok. Bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est pas moi qui compte. Faut juste que je vérifie. Ouais, voilà, je m'en doutais, j'ai un peu décalé la caméra, ça a été un peu bordélique. Alors, on va essayer hop, de se caler, j'essaye de... Oh la vache. Ouais, pourtant, c'est ça. Dos segundos, hein. Quand même. Alors, parce que là, on peut copier mes empreintes digitales, là, avec la gueule de l'écran. Euh, Ok, donc... est-on prêt? Est-on prêt? Autant que possible. Que je peux... Ah, le problème, c'est que je peux pas aller beaucoup... Si, je peux aller un peu plus haut, comme ça? Si, ça passe encore? Ouais. Pas comme ça que je voulais... C'est pas ça que je voulais faire, c'était ça comme ça, un petit peu plus en hauteur. On verra un peu plus les pieds du trépied, mais c'est pas la mort. Je te découvre ce soir via Mastodon. Je passe en coup de vent, mes possesseurs d'un Fairphone également, mais le 5. Oh bah le 5, physiquement, c'est plus ou moins le même que le 4, hein, donc même si tu... Merci beaucoup. Même si tu regardes plus tard le replay, tu seras pas perdu, hein. Putain, c'est vraiment un nid à... C'est vraiment un nid à empreinte, l'écran, c'est une catastrophe. Euh, Bon, allez, cette fois je switch. Par contre, je switch à la main, parce que là, j'ai pas de bouton de raccourci pour cette scène-là. Parce que je fais pas assez de physique. J'ai la main qui est cramée par la lumière, mais bon, ça, à un moment donné... l'idée... Il faudrait que je change un peu l'angle, ouais, voilà, pour avoir un peu moins la... l'ombre. Et donc... Oh putain, j'ai de la gestion des... Ok, bon, c'est pas grave, tant pis. Ça, je saurais pas le régler comme ça. Hop, allez, El Famoso, le Fairphone 4. Voilà, voilà. Donc, alors, je vais vous remontrer quand même un peu le symptôme. Le symptôme, c'est quoi? C'est le port USB. Si vous branchez le port, le câble, normalement, il se passe rien. Il se passe rien, et même, il rentre pas à fond. Et en fait, je suis obligé de le mettre sur le côté, et même comme ça, je suis obligé de galérer. Vous voyez, là, ça fait plus contact, déjà. Donc en gros, il tient pas, et il tient que en travers. Alors, il fait encore la recharge rapide, hein. Bon, là, il me dit recharge lente, cet enfoiré, mais non, recharge rapide. Voilà, voilà. Mais, euh... mais je suis obligé de le tenir. Et dès que je le lâche, hop, vous voyez, ça saute. Ça ne tient plus. Et ça le fait avec tous les câbles, hein. Donc ça vient pas du... Ce câble-là, il est neuf. Et il se rentre correctement dans n'importe quel port USB. Je m'en sers pour... des fois, bah, là, en temps normal, là, je me suis gardé le câble à disposition, mais en temps, il est branché, il sert à alimenter le laptop qui me sert de retour secondaire. Donc, donc voilà. Et donc,
j'ai déjà acheté, ça fait plus d'un mois qu'il traîne sur mon bureau, le port USB-C de remplacement. Donc on va le démonter assez simplement, hein. On est sur de l'emballage. Alors le petit composant lui, vous voyez, c'est minuscule, hein, comme ça le prix. Euh, oh, on a un petit guide santé sécurité. Oui, oh, bah d'accord. Donc c'est pas juste une utilisation prévue des pièces détachées. C'est des pièces de Fairphone 4 à brancher sur un Fairphone 4. No shit Sherlock. Risque d'étouffement. Oui, tu m'étonnes vu la taille du truc. Ok, bon bah voilà. Donc, vous voyez, on est vraiment sur du minimaliste, hein. Mais c'est cool. Emballage un peu classe. Hop. Alors évidemment, je vous montre le téléphone déjà en dehors de sa coque, mais j'ai la coque qui va avec, hein, qui est de la même couleur que le téléphone d'ailleurs. Je dis pas de bêtises. En même temps, bon, c'est des Hollandais, hein, les goûts et les couleurs chez eux, c'est quelque chose. Ils sont. On l'a vu sur la boutique, le choix du vert ou du noir, c'est pas. Là, en l'occurrence, moi, j'ai pas voulu prendre noir, j'ai pris anthracite. Enfin, une espèce de gris. Alors, ça se voit pas bien, hein, parce que les couleurs de la caméra, elles sont dégueulasses. Et donc, vous voyez, hein, le dos s'enlève aussi simplement que ça. Donc là, on a. Je sais pas ce que c'est comme antenne. C'est une antenne, c'est sûr. On a les connecteurs qui sont là. Et donc, quand vous fermez le téléphone, bah, ça fait contact et vous avez l'antenne qui est. Donc là, je ne sais pas ce que je suis en train de perdre comme signal, on s'en fout. Le téléphone, il est en ne pas déranger de toute façon pour éviter de se faire polluer par les notifications. Donc là, vous avez la batterie. Alors, ouais, par contre, je vais regarder si je peux pas l'éteindre avant. Alors, sur ce téléphone-là, le capteur d'empreinte, il est sur le bouton. C'est un peu chiant parce que du coup, dès que vous passez la main dessus, il considère que vous mettez le doigt. Et du coup, on le sent vibrer. Alors, je sais plus comment ça marche. Je crois que là, il est en train de redémarrer ce con. C'est pas ce que je voulais. J'attends un peu parce que je sens la douille arriver. Non? Il s'est éteint? Le problème, c'est que je sais pas trop quand enlever la batterie. Pendant ce temps-là, avant d'en prendre. El Famoso, j'en parlais, le kit iFixit. Ah, du coup, ouais, j'ai Mako, donc moi en l'occurrence j'ai pris ça. Euh, Avec, du coup, ça j'en aurais pas besoin. La masse de pièces, vous voyez, c'est un kit un peu sympathique quand même. Euh, Avec tous les bits. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on va prendre vraiment un des plus petits du kit, qui est celui-là, qui est le fameux PH 000. Alors là, pour le coup, si j'essaye de vous le montrer, à mon avis, c'est mort, hein. Mais en gros, c'est écrit dessus. Et, euh, et le truc qui est sympa dans ces kits-là, c'est qu'en fait, le couvercle, vous voyez, il est, euh, il est quadrillé, et donc du coup, ça peut servir de... Vous n'avez pas besoin d'aller piquer votre bac à glaçons pour séparer toutes les vis. Démonter un truc qui a plusieurs types de vis différentes. Typiquement, un ordinateur portable un peu pénible, avec 3, 4, 5, 6, je sais pas combien de vis différentes ou de longueurs différentes. Bon, bah, il se rallume pas, donc a priori, je l'ai éteint. Hop, donc on enlève la batterie. Vous voyez, hein, le changement de batterie, quand je l'ai fait, c'était très long, hein. On enlève le dos, on enlève la batterie, on remet la batterie, et c'est fini. Voilà, voilà. Alors, du coup, le port USB, il est sous le haut-parleur, donc on va avoir besoin d'enlever ce cache-là. Donc, hop, on est parti. On va enlever la première vis. Alors, je vais essayer de faire en sorte de prendre un angle où vous pouvez continuer de voir pendant que je dévisse. Fait intéressant. On voit qu'il y a... Je sais pas si vous allez bien le voir. Pas de focus sur la... C'est une vieille GoPro Hero 3, hein. J'ai vraiment fait avec les moyens du bord pour vous filmer les trucs. Il y a du frein à filet sur la vis, pour éviter qu'elle se dévisse toute seule. Assez intéressant. Hop, alors, une, deux... Incroyable, c'est la même longueur. Cool. 3. Hop. Impeccable. Hop.
C'est encore la même longueur. Et si toutes les vis sont comme ça va être Gucci. Hein. 4, pareil, même longueur. Hop. Piqué. Oh, t'es sérieux là Bon. Elle a décidé de me casser les couilles pour sortir celle-là. Hop là, voilà. Et... les 6. Ok, donc les 6 vis sont de la même taille. Et donc maintenant, comment ça se passe? Est-ce qu'on soulève... Alors, voyons voir. Je regarde comme ça un peu, pour essayer de comprendre. En fait, là, quand j'essaye de soulever, j'ai l'impression que la... J'ai une espèce de connexion là sur le bord ici, qui bouge aussi. Et j'arrive pas à savoir si c'est... Il faut faire quelque chose avec. Ou alors c'est dans l'autre sens. Non, je sais pas. Parce qu'en fait, là, il y a le haut-parleur. En tout cas, il se soulève. Hein, on est, et on voit des choses en dessous. Là, il faut que je fasse gaffe parce qu'au bord, on a vraiment des choses. Alors évidemment, en couillon que je suis, je me bouffe les ongles, donc du coup, j'ai rien pour accrocher. Ok, c'est bon. Ouh! Ah oui, donc en fait, c'est juste des... C'est parce qu'on a des petits ressorts, en fait, vous voyez, là, sur le côté. On a des petits ressorts de fixation. Enfin, de... Oui, c'est ça, de maintien en place, en fait. C'est des ressorts de maintien en place. Donc c'est fait justement pour que ça... Pour que ça vienne pas tout seul. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça... Si on regarde, ça, c'est le haut-parleur. D'ailleurs, on voit qu'il est dégueulasse. Je vais regarder si je peux pas aller chercher un coton-tige ou un truc comme ça. Et ça, c'est le vibreur. Vous avez là-dedans, vous avez le moteur de vibration. Je sais pas si je peux le sentir. Non, il est un peu petit. Voilà, voilà. Et donc, vous avez les connexions. Donc, vous avez là les deux connexions pour le vibreur et les deux connexions pour le haut-parleur. Et donc, notre port USB, il est là. Et donc, on voit que bah, il tient par une des vis de fixation quand la plaque elle est en place. Il est tenu par cette vis-là. Je vérifie quand même que vous voyez bien. Voilà, c'est ça. Et donc là, maintenant, en fait, on n'a plus qu'à soulever le connecteur qui est là, et normalement, le port USB va venir. Et on va pouvoir remplacer par le nouveau, qui du coup va venir à la même place. Alors, j'avoue, c'est vraiment crade. En 4 ans en même temps. Euh, Je sais pas si vous le voyez, ouais. C'est dégueulasse! En plus, il faut que je fasse gaffe parce que j'avais pas fait... j'ai découvert qu'a priori j'ai fait tomber la pince et donc là cette pointe-là, elle est tordue là, quasiment à 90 degrés, donc il faut que je fasse gaffe parce que là si je gratte, je fume la membrane. C'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Bon, on va dire que ce sera bien. Hop. Je vois comment ça se passe, je pourrais la redémonter après. Hop, donc je vais la mettre de côté. Et donc maintenant, normalement, je passe en dessous, je tourne un petit peu, et clac, voilà. Donc vous avez un petit connecteur, et donc normalement, hop, voilà, le port USB, il vient. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, hein.
Le connecteur est minuscule, évidemment. Et donc le port USB, j'ai jamais pu savoir ce qu'il avait au fond. Alors c'est soit il y a une saloperie qui s'est mise dedans, mais j'ai jamais réussi à passer quelque chose d'assez petit pour le déloger. Soit j'ai carrément déglingué un truc dans le fond du connecteur. Mais j'avoue que même avec toutes les lumières possibles et imaginables, j'ai jamais pu. Alors on va comparer avec le nouveau, si je peux voir quelque chose. Après, sur la caméra, vous verrez pas forcément grand-chose, hein, mais on va pas se mentir. Hop là. Alors, juste pour la blague, non, je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Je vais mettre le connecteur directement sur le téléphone avant de faire le cliquos. Alors, quand même, faut faire attention. Vous voyez, on voit que la nappe, là, elle est légèrement courbée. Et là, la nappe, elle est toute plate. Donc, ça veut dire que quand on va le remonter, il risque de résister un petit peu à la connexion. Hop. Alors, du coup. Et j'avoue que j'ai l'impression qu'en fait, j'ai décollé des trucs. Oh, bon. On verra. On verra, on verra. Je vais faire l'investigation plus tard. Le problème, c'est que ça va être compliqué pour vous à vous montrer. Enfin, ça va être compliqué pour vous le montrer, vous. Alors, ça dit quoi? Ça dit que ça doit s'emboîter, j'ai l'impression. Quand même le poser comme il faut dans le logement. Faut que le trou de vis soit en face. Ok, oui, donc il est quand même. Oui, on a quand même les petits guides. On a quand même ici. Si vous le voyez, là, en gris clair, on a deux guides en plastique, en fait. Donc, du coup, il vient... vous posez le connecteur, et tant que vous êtes sur les guides, c'est bon. Et donc, effectivement, hop, la connexion se fait très bien. Et donc là, a priori, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Bon, bah, voilà, hein. Et vous voyez, c'est déjà changé. Donc, on n'a pas eu à s'emmerder plus que ça, hein. Alors tiens, c'est marrant. Je découvre que là, pour la barre qui concerne la connectique SIM et micro SD, on n'est pas sur du Philips 0, comme ici, ou comme le haut-parleur qu'on vient de démonter. On est sur vraiment du micro-torx. Ça va être quoi comme... ça va être trop petit, non? Oh non, putain, c'est trop gros. Oh la vache. Là, on est sur quoi? Sur du T5? C'est du T5, ok. On est sur du Torx T5. Voilà. Donc on a quand même au moins deux types de têtes différentes pour démonter le téléphone. Donc faut quand même, vous voyez, il faut quand même être un peu équipé, hein, on va pas se mentir. Tiens, c'est marrant, c'est quoi ça? C'est encore un autre système de connecteur ici? Parce on a des points de contact manifestement là, qui viennent là. Ah, mais oui, il doit y avoir aussi, doit aussi y avoir une antenne là-dedans, je pense, dans ce bloc-là, qui doit servir. Alors, vous voyez, c'est marrant, ici, là, on voit je sais pas si on voit bien, le creux un petit peu. Alors, n'hésitez pas à dire hein, si vous avez des problèmes pour voir quelque chose ou si vous avez des questions. Donc là, en fait, là, c'est une espèce de... Je pense que ça doit être mou. Oui, c'est ça, c'est une espèce de mousse qui sert à appuyer sur le connecteur USB pour le garder en place. Pour la partie connecteur. Donc, et alors c'est très drôle parce qu'ici on a un truc qui ressemble. C'est beaucoup plus petit, mais on dirait un de ces connecteurs, un micro-connecteur rond qu'on a sur les cartes Wi-Fi d'ordinateur portable. Je sais pas quel nom ça a comme connecteur. Mais du coup là on a des connexions. Ça normalement ça va être des connexions d'antenne, genre GPS ou ce genre de choses. Et en fait potentiellement on les a là. Ok, bon bah on va remettre
On va le remettre en place. Ah, mais c'est aussi... Ok, oui. C'est peut-être pas juste des points de contact... Ah oui, donc ouais, il faut que je fasse attention à ça alors. C'est peut-être pas juste des points de contact de base, on a peut-être aussi des... Comment? C'est peut-être aussi relié à des antennes qui sont dans le châssis. Vous voyez là, typiquement, ici c'est un bout en plastique qui doit servir à laisser passer les signaux radio, parce que sinon le châssis, lui, il fait cage de Faraday. En gros, bah du coup, vous n'avez pas votre signal. Et donc vous avez votre antenne qui est là, et donc vous avez la connexion qui est juste derrière pour que derrière ça passe par là et que ça vienne jusqu'à la que ça vienne jusqu'au bout de la carte. Mais alors du coup, ou alors c'est il n'y a pas de nappe et du coup en fait soit on a de la connectique qui vient là et qui remonte, qui connecte le bas au haut, parce qu'en fait là-haut, là-dessous, vous avez tout ce qui est carte mère. Donc le processeur principal avec sa mémoire, son stockage, le modem, potentiellement le modem réseau. Donc on a aussi toutes les connectiques qui sont liées à, du coup à la batterie, hein, en fait l'alimentation elle arrive directement là. Et les modules photo et l'écran. Donc forcément là en bas, il faut bien que ce soit connecté en haut. Sur la plupart des téléphones que j'ai eu à démonter par le passé, c'était une nappe qui passait sous la batterie, qui était collée pour relier le bas au haut. Mais là ils l'ont peut-être passé sur le côté. Je ne saurais pas dire. Mais bon, en tout cas, on va replacer, du coup, là je vais pas y arriver, salopio. Non, il va pas vouloir. Ah non, t'es sérieux? Non, c'est parce que, oui, voilà, c'est parce qu'en fait, il faut le passer comme ça. Parce qu'en fait, là, c'est des langues, il y a des languettes au bord, vous avez des petites languettes sur le côté là, donc en fait, il faut passer les languettes d'abord. Voilà, et là, ça se remet bien en place comme il faut. Parfait, c'est exactement ça. Vous voyez, hein, pas compliqué, hein. Et donc maintenant, on remet les vis. En voilà une. Alors souvent dans ce genre de... Même si vous êtes, enfin, si vous n'êtes pas habitué au démontage, on évite de trop serrer là où les premières vis. Souvent on va mettre un peu de serrage pour dire ça va le tenir en place. Et à la fin, on s'assure. Alors comme on n'est pas sur de la mécanique auto non plus, on n'a pas des histoires de serrage au couple ou ce genre de conneries. Qui là surtout vaut mieux pas éviter de forcer parce que vu la finesse des vis, si vous avez envie de les flinguer en 2 secondes, de flinguer le pas de vis, de flinguer l'emplacement, de flinguer la tête de vis, ça se fait à 300 à l'heure là, si jamais vous commencez à faire ce genre de trucs bourrins. Donc là, bon là j'avais déjà un peu serré quand même, on va pas se mentir. Hop, voilà, là je remets un peu un tour. Là il n'y a pas besoin. Là on est bon. Là on est bon. Non, putain quand même, hein, j'avais quand même amené très tôt au bon endroit. Bon, là du coup, on remet la batterie, on remet le dos, et puis il n'y a plus qu'à vérifier que ce nouveau connecteur USB fait son boulot comme il faut. Et que quand on le branche, déjà il se branche droit, qu'il reste dedans, et qu'il charge sans qu'on ait besoin de forcer sur le connecteur. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que ça dit qu'on est au bon endroit? Alors, et incroyable. Bon bah voilà. Je crois qu'on est pas mal. Bon là normalement il devrait m'afficher une animation de batterie, voilà, sauf que comme je l'ai rebranché tout à l'heure, parce que à force de jouer dans la journée, j'avais vidé la batterie. Donc il est en train de charger. Ah, il n'y a pas d'animation. Il n'y a pas d'animation de batterie. Bon bah tant mieux. Ok, mais du coup on peut. Moi ce qui va m'intéresser, ça va être de le démarrer. Voilà. Tadam. Démarrage Fairphone.
Et, euh, et donc voilà, donc le connecteur est droit. Il n'y a plus besoin de le tenir pour que ça charge. Et normalement, en vérifiant, en le débranchant, voilà. Bon, voilà, l'écran s'est rééteint tout de suite, mais il m'a bien affiché. Ah bah oui, 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 bah oui, oui. Évidemment. Alors ça, je vais pas vous le montrer, hein, faut pas déconner. Comme tout le monde, j'ai mis un 2, 3, 4. Et évidemment, il veut que je dessine le schéma. Et oh, je vous jure, c'est cool. Je suis en train de manipuler le téléphone, le câble, il reste branché dessus. C'est un bonheur. Alors par contre, ouais, cette histoire de niveau de recharge, il me l'affiche que quand je le branche. Alors du coup, recharge lente, et là normalement, recharge rapide. Voilà, le temps qu'il négocie avec le chargeur. Le chargeur en question est un Ugreen Nexode 65 watts. Et donc du coup 65 watts, eh ben, je peux brancher mon ordinateur portable Lenovo dessus, parce que lui se charge en USB-C aussi. Et donc du coup 65 watts c'est largement suffisant. Donc en fait je pourrais, ce que je fais déjà, c'est-à-dire que généralement quand je pars en week-end j'embarque que le chargeur de l'ordinateur, et je peux brancher mon téléphone dessus. Mais je pourrais aussi faire l'inverse, parce que le chargeur de téléphone n'est pas forcément ultra pratique à manipuler. Donc je pourrais aussi avoir la brique, et là, moi j'ai un câble USB-C de 3 mètres, acheté chez Ugreen aussi d'ailleurs. Et donc je pourrais garder que ces deux câbles-là, enfin ce chargeur et ce câble-là, qui prend beaucoup moins de place que le gros chargeur Lenovo. Bon, le fait est que, honnêtement, quand je charge la mule au PC Lenovo, euh, il... Comment? Eh ben, il est en train de charger et tout va bien. J'ai récupéré la connexion, le Wi-Fi, machin. Il capte bien, tout va bien. Bon bah voyez, hein, 22h12. Quand est-ce que j'ai commencé? On a mis même pas une demi-heure et j'ai pris mon temps pour vous expliquer. Donc j'aurais pu être beaucoup plus rapide à faire le boulot. Et j'avais pas regardé de tuto avant. Je tiens à le préciser. Parce que j'aurais pu regarder un tuto. Mais j'avais confiance dans le fait de pouvoir le faire sans tuto. Et ben j'ai eu raison. Voilà, voilà. Alors du coup, est-ce que ce connecteur à la con, je pourrais voir exactement pourquoi? Ah, c'est pas évident, hein, on va pas se mentir. Enfin, moi, je vois pas bien dedans avec la lumière. Je vois qu'il y a un truc dans le... Alors, en fait, il se branche comme ça, c'était bloqué et je me faisais décaler sur le côté. Donc normalement, c'est de ce côté-là qu'il doit y avoir une saloperie. Sauf que par contre, je sais pas si je peux passer quelque chose dedans qui me permettrait de... Alors vu que là, celui-là, j'ai un crochet, je sais pas si je peux aller chercher au fond. Bon, alors, il y a un peu de saloperie, évidemment, parce que le connecteur, il est pas étanche et qu'il était dans la poche, mais... Le problème, c'est que là, je crois qu'en fait, je suis déjà, avec ce truc-là, je suis déjà trop épais et je peux pas aller au fond. Je sais pas si je pourrais pas choper un truc avec... En fait, il y a deux choses. J'ai l'impression de voir quelque chose au-dessus, là. Oui, alors non. Oui, il est sale, le connecteur, je sais, merci, Jackie, mais c'était pas de la saleté qui me bloquait. Ou alors, si c'était que ça, vraiment, c'est un peu con. Mais... Alors ça, normalement, jamais à faire. Enfin, c'est pas recommandé de souffler dans un connecteur, hein, je vous préviens. Putain, il y a quand même des gros trucs au fond, hein. Non, vraiment, c'était que ça? J'ai changé un port USB qui... Oh, oh c'était attaché, ça. Ouais, c'est que de la saleté, là, pour l'instant, que je sors. Mais... Non, vraiment, ça peut pas être que ça. Si vraiment c'est que ça, j'ai l'air con, hein, quand même, on va pas se mentir. Bon, je m'en fous, je vous aurais quand même fait la démonstration qu'un téléphone Fairphone, ça se démonte méga facilement et que ça se répare en 2 temps 3 mouvements. Le prix des pièces,
Ouais, j'en ai vaguement parlé, mais le prix des pièces est pas prohibitif. Bon, vous tapez quand même des frais de port un peu affreux, mais ça, c'est la magie de l'Europe. Euh, Bon, c'est surtout que c'est pas gratos de faire transporter quelque chose, donc à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Euh... Faut pas oublier que la plupart des gens qui payent pas leurs frais de port sur Amazon, c'est parce qu'ils payent un abonnement à 70 balles par an, hein. Ah ouais, non, mais putain, en fait, il y avait vraiment beaucoup de saloperies dedans, en fait. J'arrête pas d'en sortir. C'est un peu quand même... Est-ce que j'ai un autre câble USB-C qui traîne sous la main, là, que je pourrais... Alors, pas brancher, hein, parce que sinon, je vais me foutre un coup de jus. Malvenu. Oui. Oui, oui, oui. Voilà. Hop. Ce câble USB qui n'est pas branché, là maintenant, si j'essaye de le brancher dans le connecteur, est-ce que ça se branche? Ah non, on voit, hein, ça continue de... En fait, on voit que je peux... En fait, hop, il continue de bloquer. Ah, il bloque dans l'autre sens. Ah, intéressant. Donc j'ai déplacé un truc dedans. Donc ouais, j'ai vraiment un truc coincé dans le fond. Mais je l'ai déplacé en essayant de nettoyer la saloperie. D'accord, donc il y a quand même un truc. Il n'est pas cassé en fait, mais il y a vraiment un truc qui va pas avec. Et parce que pour l'instant, à part de la poussière, je sors pas grand-chose. Alors par contre, vous étiez plus dans le champ. Mais en fait, ouais, c'est normal. Là, quand je le branchais comme ça, si on le reprend dans le sens du téléphone, il fallait que je le pousse sur ce côté-là pour comment? Pour que ça charge. Et là, quand je le pousse, je me fais retenir et en fait, ça pousse de l'autre côté. Donc là, maintenant, je suis obligé de le pousser de ce côté-là pour que ça rentre dedans. Ce qui veut dire que ce qu'il y a au fond, que là, si je change de, ouais, si je change de sens sur le câble, oui, non, c'est pareil. Mais il y a quand même toujours quelque chose dans le fond, donc c'est quelque chose qui est mobile. Donc en fait, c'est pas un pion sur le port, c'est vraiment de la saloperie que j'ai. Une saloperie qui doit être dans le fond et que j'arrive pas à déloger. Alors après, techniquement, quelque part dans un tiroir qui est derrière moi, j'ai quelque chose qui est encore plus fin. Mais bon, je pense que je vais pas insister pour pas vous faire chier pendant une demi-heure à regarder, me regarder en train de gratter un port USB-C. Bon, le fait est qu'il y a quand même énormément de saloperies dedans. Ça, déjà, c'est un fait. Après, je sais pas si je peux... Ouais, il y a un peu de truc qui est tombé là, juste en tapant avec. Et là, j'ai un truc au bord, j'ai l'impression. Ouais, quand même, hein. Mais ce qui est ouf, c'est que c'est quand même... Enfin, là, moi, je sors de la saleté qui est un peu molle, entre guillemets, mais ce qui me retient, ce qui m'empêche Ah, vache. Ce qui m'empêche de pousser le port USB jusqu'au fond, c'est vraiment quelque chose de dur, quoi. C'est assez... Ah ouais, putain, la vache. Ah non, mais vraiment, en fait, j'ai... Bon, si c'est ça, ça veut dire que je vais avoir quand même... Je peux quand même espérer récupérer un port USB pleinement fonctionnel et du coup avoir un port USB de rechange sans être obligé d'en racheter un deuxième, mais... Bon, je continuerai plus tard. Tant pis. Allez. Je vais pas insister plus que ça. Vous avez vu comment ça se passait. Mais par contre, ouais, c'est ouf. Hein. Ce que je gratte depuis tout à l'heure, c'est... Je m'attendais pas à ce point-là. Bon, ceci dit, en 4 ans de voyage quotidien dans ma poche, à un moment donné, il fallait bien que je m'attende à ce qu'il y ait ce genre de truc. Je... J'aurais pu éventuellement essayer de profiter d'avoir démonté le haut-parleur pour nettoyer les trous, les trous qui sont là parce qu'ils sont un peu dégueulasses. Comment dire, ça m'est arrivé, vous voyez là le micro là de l'autre côté il est quasiment bouché, donc en fait il va falloir que je passe une aiguille dessus. Et ah, nouveau follower.
Nouveau follower, nouveau follower. Silvernast, bonsoir, merci à toi. Hop. Et donc, bah, c'est cool. Hop, 95%, parfait. Bon, en même temps, il était déjà au bout digital. Voilà, voilà. Bon, bah, j'ai pas grand-chose de plus à dire, hein. Allez, il est à 95%, on va dire que c'est bon. Alors, vous voyez, fait intéressant, l'icône 95% me montrait qu'il était repassé en recharge lente. Parce qu'en gros, arrivé quasiment en capacité max, il évite de mettre le max de jus parce que c'est un des moments les plus faciles, les plus, on va dire, dangereux, où on peut vraiment abîmer la batterie. Donc en fait, et ça c'est valable hein, pour tous les téléphones qui ont de la recharge rapide, même sur des... Et en particulier sur des valeurs grotesques, comme des 45, 60 watts, ce genre de conneries comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, dans un truc de cette taille-là, il vous met une puissance de recharge qui correspond à un ordinateur portable qui fait... ça, c'est un écran de 6 pouces, un 6,5 ou je sais plus trop quoi, et un écran qui fait 14 pouces, c'est-à-dire deux fois et demi cette taille-là, et donc ça fait 200 grammes, l'ordi portable, il en fait 1,5 kg. Voilà, ça vous donne une idée un peu de la taille de la batterie. Bien dégueulasse ce que j'ai enlevé en fait, j'en ai partout, mais... Hop, donc voilà. Et le kit iFixit, je le remets dans son emballage d'origine aussi. Alors celui-là par contre pour le coup, je sais pas s'il va pas... Est-ce que j'ai un... Copyright 2018. Voilà. Il a 8 ans. Il a 8 ans. Voilà, voilà. Que dire, que dire, que dire. J'avoue, je suis quand même curieux, donc moi je continuerai demain à gratter ce truc-là. Je vais pas vous emmerder plus que ça avec ça. Est-ce que ça vous a éclairé un petit peu sur le pourquoi du comment j'ai choisi ce téléphone et pourquoi il pourrait être intéressant aussi pour vous? Alors, sachant que, on va pas se mentir, hein, on sera d'accord, c'est moche. Je l'ai pas acheté parce qu'il était beau, hein. En plus, il est rigolo, c'est que... Bon, alors, je vais prendre avec le OnePlus X, mais quand on regarde les épaisseurs... l'angle, pitié, voilà. Vous voyez la différence d'épaisseur entre les deux, c'est quand même assez grotesque. C'est un pavé. Pourquoi? Bah parce que pour pouvoir aussi être aussi réparable, malheureusement, ça implique de faire les choix. Euh, Et malgré tout, honnêtement, c'est parce que j'ai envie de faire durer le Fairphone plus de 4 ans et que j'ai pas prévu euh, de... Enfin, j'ai personne à qui le refiler, celui-là, par exemple. On va pas se mentir, hein, le Gen 6, il a quand même plus de gueule, hein. Il est pas si cher que ça. Il est moins cher. Là, le Fairphone 6 est moins cher que le Fairphone 4. Donc moi, le Fairphone 4, je l'avais acheté 650 euros. Et là, on est à 550. Donc ça veut dire qu'il est 100 euros moins cher. Alors après, peut-être que si on prend à peu près les mêmes specs que moi, parce que j'avais volontairement pris... Ah bah non, on n'a pas le choix. C'est la même... C'est la même... Il n'y a pas de... Là, il n'y a qu'une seule capacité RAM. Parce que moi, j'avais le choix entre deux quantités de RAM et de stockage. Ah pardon, oui, j'avais oublié. Euh, Désolé. Et donc j'avais pas un milliard de choix. Alors, il y a le fameux vert forest, là, que j'aime pas du tout. Le blanc nuage et le noir horizon. Ça commence à nous sortir des noms de couleurs à la Apple, c'est très rigolo. Et comment? Et donc, hop là, laisse la lumière là. Et, euh, et donc, donc oui, il n'y a pas un milliard de... Il y a qu'une seule capacité. Après, je me souviens plus.
parce que là, il donne juste le stockage mémoire, mais dedans, il y a quoi? Alors, non, non, non. Parce qu'en gros, dans le Fairphone 6, je me souviens plus, ils ont choisi un truc. Alors, si on regarde juste la présentation. En fait, c'est le processeur. Moi, typiquement, en fait, mon téléphone, le processeur, il est particulier. Parce que c'est un processeur qui vient de la gamme industrielle de Qualcomm. Parce que c'était le seul moyen, il y a 4 ans, d'avoir un processeur Qualcomm qui avait plus de 3 ou 4 ans de support. Et comme ils voulaient avoir au moins 5, eh ben, ils n'avaient pas le choix, ils étaient obligés de passer par là. Euh, Là, on voit qu'a priori, ils annoncent une assistance logicielle jusqu'à 2033. Donc il y a garantie de 5 ans, déjà, ça c'est un truc de fou. Et assistance logicielle, donc ça veut dire au moins les mises à jour de sécurité jusqu'en 2033. En achetant là un téléphone maintenant, donc ça veut dire 7 ans. Et en clair, à part Apple et peut-être Samsung sur leur très haut de gamme, et encore je suis pas sûr, Samsung, je crois qu'ils ont annoncé 4 ou 5 ans. Mais à part Apple, qui fait 7-8 ans sur ses téléphones, on n'a pas d'autres acteurs dans le monde Android qui supportent aussi longtemps. Pas forcément en montée de version logicielle, en montée de version de système d'exploitation. Pour le coup, Apple, ils le font le plus possible. Parce qu'à un moment donné, ils font des évolutions matérielles et c'est juste infernal de pouvoir continuer à supporter des téléphones aussi vieux parce que ça devient compliqué. Mais euh, 2033, quand même, on va pas se mentir. Puis bon, bah, il a une gueule, quoi. Enfin, moi, honnêtement, j'aime bien. C'est un. Alors, on va dire que ça se rapproche un peu de certains designs de chez Apple, notamment, ce genre de format. Mais moi, j'aimais bien. Honnêtement, j'aime bien ce format-là, comme ça, un petit peu carré, certes. Mais, comment? Mais je trouve ça cool. Et, alors bon, la qualité du module photo, c'est pas la meilleure du monde. Il y en a certains qui vous diront que à 550 balles, vous avez un fabricant chinois qui fait 5 fois plus. Peut-être, mais est-ce que le fabricant chinois va tenir le logiciel jusqu'en 2033? Voilà, on est sur du Snapdragon, c'est ça que je cherche. Le Snapdragon 7S Gen 3. Voilà, voilà. Donc on est pas mal. Il propose un écran OLED 120 Hz et a priori alors une batterie longue durée. Bon, ça, je sais pas si ça vaut le. Ah bah si, on a quand même. Alors on a un écran un peu plus que Full HD, d'accord. Un taux de rafraîchissement entre 10 et 120 Hz. Ça c'est cool ça. Parce qu'en gros, c'est s'il n'y a pas besoin de rafraîchir l'écran, il met le rafraîchissement au minimum, donc ça réduit énormément la consommation. L'écran tactile, lui, la partie tactile, elle est à 240 Hz. Donc normalement, ça veut dire que quand vous faites quelque chose sur l'écran, c'est fluide. On pense notamment à du dessin ou à du suivi du suivi de doigts, tout simplement. On est sur de l'écran de 6 pouces 3, donc c'est cool, ça reste un peu contenu. Parce que franchement, quand on voit les derniers, moi j'appelle ça des pelles à tarte, parce que ça commence à devenir vraiment monstrueux. On est quasiment sur des téléphones qui ont des tailles d'écran qui ressemblent aux tablettes, aux premières tablettes qui sortaient, qui étaient en 7 pouces. Et là, maintenant, on a des écrans en 6,9 machin. Donc 6,3, ça reste un peu, ça reste grand. Faut quand même une main quand même assez confortable. Donc moi, ça va, j'ai des grandes paluches, mais on est quand même sur un truc assez sympa. Et épaisseur de 9,6 mm. Alors ça, pour le coup, par rapport à celui-là, ça fait épais quand même, hein, 9,6. J'ai pas... Alors non, ça c'est une règle à calculer. Ah, j'ai pas mon pied à coulisses. J'ai pas mon pied à coulisses avec moi. Merde. Dommage. Je ne sais pas quelle épaisseur fait le Fairphone 4. Non, c'est pas grave. Euh, C'est pas grave, c'est pas grave. Euh, Et on est sur de la photo bon, classique. On a une stabilisation optique sur l'ultra grand angle. Ok, d'accord.
Et sinon, c'est une stabilisation électronique. Donc en gros, ça veut dire que il détecte de lui-même les scintillements de l'image liés au fait qu'on bouge un peu trop, il essaye de réduire un peu ce truc-là. Bon, c'est pas... Souvent, les stabilisations électroniques, c'est pas d'une grande qualité, on va pas se mentir. Mais voilà. En audio, on a des codecs assez sympathiques. Il manque le LDAC, c'est un peu dommage. Mais normalement, avec ces codecs-là, notamment pour les casques Bluetooth, ça vous garantit d'avoir une qualité audio qui est quand même au top en Bluetooth. C'est déjà pas mal. Voilà. Vous pouvez faire de la 4K en 30 FPS ou de la vidéo Full HD en 60. Et on peut même faire du ralenti 120 FPS. Oh, c'est rigolo ça. C'est rigolo, c'est rigolo. Voilà, voilà. Donc du coup, bon, on est sur un Snapdragon S Gen 3, il n'y a pas besoin de... C'est un proto qui envoie du lourd pour du milieu de gamme, ça j'avoue. Et ils ont Qualcomm a une politique désastreuse sur la gestion de sa partie logicielle, notamment sur la durée de vie, même si là, pour le coup, comme ils ont annoncé beaucoup plus longtemps, bon, ça va, ça va mieux, parce que plus ça va, plus ses clients demandent que les gèrent longtemps, sinon c'est foutu. Typiquement, par exemple, dans le OnePlus X, c'est un Snapdragon aussi. Euh, de 2014. Le téléphone est sorti en 2016, donc ça faisait à peine 2 ans. Et ça faisait même pas un an que je l'avais, le téléphone. Qualcomm a dit, bah, le Snapdragon 808, il n'y aura plus de support au bout de 2 ans. C'est un processeur haut de gamme, hein. Ça sortait dans des téléphones à 700-800 euros. Et OnePlus avait choisi ce processeur-là parce que 2 ans après, il coûtait beaucoup moins cher alors qu'il restait très solide en performance. Et le fait est que pour l'époque, il s'en sortait très très bien. Bon, malheureusement, vu le format très contenu du OnePlus, parce que là on est sur de l'écran de 4 pouces et quelques, bon bah la taille de la batterie faisait que le téléphone durait à peine une journée, mais comment? Mais du coup, ouais, Qualcomm à l'époque c'était on supporte le processeur pendant 2 ans, puis après, bah, si tu veux des mises à jour, rachète un nouveau processeur. Et donc rachète un nouveau téléphone du coup. Parce que bah un smartphone, c'est pas comme un PC de bureau, on peut pas changer le processeur comme ça. C'est peut-être le dernier truc qu'on peut pas faire dans un téléphone, c'est de changer, de mettre à jour la carte mère comme ça. C'est trop compliqué. C'est vraiment pas évident. Déjà sur laptop, Framework arrive à des miracles d'ingénierie pour réussir à garder le même châssis et changer la carte mère, qui est quand même assez hallucinant. Mais et donc ouais, ouais. Mais on voit la batterie, elle fait pas. Là où les concurrents s'amusent à dire on va vous sortir des batteries de 6000 mAh, machin, etc. Eux, c'est que 4000. Pourquoi? Bah parce que bah, la batterie, elle n'est pas collée de partout, et du coup, il faut quand même avoir la place de la fixer, de la changer. Et donc forcément, ça pose son... Et ça supporte une charge de 30 watts. Ok, ok, ok. Avec du Wi-Fi 6E, d'accord, pas mal. Du Bluetooth 5.4, pas mal pour les casques aussi. Ça supporte, c'est du double SIM. Ah bah merde, tiens, ça je m'y attendais pas. Et on a quasiment toutes les bandes de fréquences 4G, 5G, donc même en France, il n'y a absolument aucun problème à s'en servir. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah ils nous ont refait le coup du lecteur d'empreintes dans le bouton power. Ok. Donc en vrai, si jamais vous avez besoin de changer de téléphone, que vous n'êtes pas si contraint par le budget que ça, alors vous avez deux options. Enfin, deux options. Vous avez deux options d'achat, c'est-à-dire 550 balles avec soit un Android classique, pratiquement pas modifié par Fairphone. Donc, vous êtes sur une expérience Android pure et dure. Euh, Soit vous avez la version iOS, donc avec ou pas, parce que les services Murena sont optionnels, hein. Si vous les voulez pas et bricoler comme moi je le fais, vous pouvez tout à fait. Et comment?
Et sinon, alors ça c'est un truc que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, grâce à Genma notamment, un site qui s'appelle Common, et en fait vous pouvez louer les téléphones, et des ordi portables, et apparemment il y a de l'audio aussi. Alors soit c'est du... Dans le reconditionné, je sais pas si c'est de l'achat, non c'est de la location aussi, d'accord. Euh, Donc vous pouvez louer l'appareil. Alors après, comme d'habitude, quand on loue, en fonction des montants mensuels, au bout d'un certain temps, si vous gardez le même appareil, euh, vous auriez eu mieux fait de l'acheter. Ça, c'est comme pour tout. Euh, hop, les tarifs. Tac. Donc, ils expliquent que, par exemple, pour un Fairphone 5, sur 12 mois, ça continue de coûter moins cher que de l'acheter. Mais je vois pas pourquoi, parce qu'en fait, le montant... Ah oui, achat plus assurance orange, location boulanger. Ah oui, d'accord, il compare avec d'autres options de... Enfin, ok, d'accord. Parce qu'en gros, c'est pas compliqué. Si vous l'achetez, bah forcément, vous avez le prix fixe qui est là, vous avez une barre à l'horizontale. Et si après, vous voulez... et donc, passer genre 2 ans, par exemple, là, on voit qu'au bout de 2 ans, c'est plus... si vous voulez garder le téléphone plus de 2 ans, ça vaut le coup de l'acheter, plutôt que de le louer. Si votre, si votre cam, c'est de changer de téléphone tous les 2 ans, la location peut être une option qui sera plus intéressante que de... Alors par contre, faut garantir qu'on blinde le téléphone pour que quand on le rende, il n'y ait plus de données personnelles dedans. Ça, c'est un truc à pas oublier, parce que sinon, vous êtes dans la mouise. Et donc, donc voilà. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Est-ce que je me souviens plus? Oui, si, j'ai déjà partagé sur le blog comment je fais pour vivre avec mon téléphone Android sans compte Google au quotidien. C'est clairement pas le... Comment? C'est clairement pas le truc le plus... Alors manifestement, j'ai fait quelques articles qui concernent Android, mais je suis pas sûr. Ou alors c'est dans... Alors, le fait est que quand je l'ai acheté, le Fairphone, j'ai commencé un brouillon qui expliquait comment le choix du téléphone, le comment du pourquoi, et les choix que j'avais fait, notamment de ne pas utiliser de compte Google sur le téléphone. Comme je l'ai jamais sorti l'article, parce que je l'ai jamais terminé, j'ai jamais fait les photos, la moitié des liens sont déjà morts, etc. Du coup, je l'ai jamais sorti. Donc en fait, j'ai peut-être jamais expliqué comment je vis avec mon téléphone au quotidien sans compte Google. C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait que je regarde pour faire, du coup. Si ça intéresse, hein. Après, moi je suis pas... Déjà que j'ai du mal à publier. Parce que du coup, il va être... Ouf, brouillon, brouillon. Où est-ce que... 2022. 2022. Et voici le Fairphone 4. Vous voyez, je l'ai dit, hein, il n'a pas bougé depuis 2022. Tac, tac, tac. Détail de la bête, machin. Déménagement compliqué par Android 11. Ergonomie. Ah si, ouais, voilà, c'est ça. La quantité d'applications que j'ai désactivées, la liste des applications que j'ai installées, avec F-Droid et le Play Store. En sachant que Blocada, entre-temps, il a sauté de F-Droid, il faut faire l'installation à la main, donc c'est encore autre chose. Puis il y a des choses qui ont sauté depuis, hein. Twitter a sauté. OpenBoard, j'ai découvert qu'il était... OpenBoard, j'ai découvert que s'il était plus maintenu, qu'il avait été forqué, et que maintenant ça s'appelle Heliboard. Donc voilà. Euh, Et voilà, donc moi je vis 5 ans déjà. Je vis ça. Mais voilà, donc c'est con, hein, parce qu'il était quasiment fini le téléphone. L'article. C'est dommage, hein.
Voilà, voilà. Euh, Et donc, oui, donc ça, c'est l'article Varnish. Tiens, d'ailleurs, il n'y a pas de... Hop, j'ai enregistré ça. Voilà, voilà. Bon, bah, j'ai plus grand-chose à dire de plus, à moins que si quelqu'un a encore des questions, c'est le moment, histoire qu'on en discute. Après, je vais commencer à préparer... Non, là, je pense que ce soir, je vais aller me coucher, je suis un peu claqué. Donc, je vais me jeter demain, après, à corps perdu, dans le fait de mes préparatifs, parce que je suis en vacances, et donc je m'en vais pendant 2 semaines. Donc, il n'y aura pas de live vendredi prochain. Il n'y aura pas de live non plus, du coup, le vendredi d'après. Je rentre chez moi le 17, donc après, on se revoit. C'est quand le calendrier On se revoit le 22, après. Voilà. C'est vrai qu'avec le fait de streamer qu'une fois par semaine, du coup, ça décale très très vite. Et, euh, et comme je n'ai pas de setup de stream mobile, entre guillemets, je ne fais pas de stream quand je suis pas chez moi. Un jour, hein, peut-être que je configurerai quelque chose, j'essaierai de bricoler un truc, parce que le PC sous Linux est tout à fait capable, hein. Donc je peux tout à fait configurer ça, c'est pas un souci. Mais et en vrai, ça fait longtemps que je cherche à réfléchir à faire une deuxième date, enfin un deuxième jour de stream, mais je sais pas quand, parce que c'est pas évident pour, pour trouver un créneau ou ce que j'appellerais le behind the stream pour faire tous mes bricolages. Concernant bah, tout ce qui concerne le streaming, et donc là, pendant les vacances, par exemple, je vais embarquer le Stream Deck pour pouvoir le bricoler sous Linux. Et puisque, évidemment, ce n'est pas possible nativement, puisque Elgato ne fait pas d'application Stream Deck pour Linux. Et, euh, et donc, il y a d'autres dingueries comme ça où je cherche à... Je cherche à me rendre un peu plus portable quand même, on va pas se mentir, ça pourrait être sympa. Sur ce, hop, on va se laisser là. C'était bien cool, je suis content. Tout a marché du premier coup, ce qui est quand même une dinguerie. Et donc, j'essaye de publier, normalement d'ici dimanche, le replay de... Comment? Sur YouTube, avant de partir en vacances. Comme ça, j'ai plus à m'en occuper après. Normalement, il y a aussi l'article sur Varnish qui va sortir. Oula. Et puis bah après, voilà, la plupart du temps, je suis le plus actif sur Blue Sky en termes de réseaux sociaux. Donc si vous voulez, je publie aussi sur Mastodon, et sur Twitter, mais j'oublie très souvent. On va pas se mentir. Le peu de temps social entre guillemets que je m'accorde, il va être sur Blue Sky majoritairement. Et donc comme j'ai rarement à l'avance les sujets déjà prédéfinis, celui-là étant une exception parce que ça fait quand même plus de 6 mois que je veux le faire. Le... J'ai la bouteille, je suis à côté, je suis con. Donc ouais voilà, le stream de reprise pour l'instant j'ai pas le sujet. Déjà je vais passer des vacances. Et après on verra, comme ça peut être en fonction de l'actualité des fois. Il y a quand même un truc que j'ai envie de faire, ça fait plusieurs fois que je fais des labos sur Etzner. Comment pour tester des trucs où il y a besoin de connexion publique, où c'est pas du déploiement Kubernetes que je peux faire sur mon Talos, où je peux avoir le HTTPS qui fonctionne d'entrée, etc.
Et en fait, à chaque fois, je déploie la VM à la main, c'est un peu con. Ça pourrait être intéressant de faire un peu d'infrastructure as code, par exemple. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, que j'en ai pas parlé. Et l'idée, ça pourrait être de se préparer un module Terraform qui permettrait de recréer à chaque fois, dès qu'on a besoin. C'est 30 secondes d'exécution, et hop, on a un projet, on a une VM qui est clé en main. Et voir peut-être qui permet de gérer de l'installation de logiciels. Ça, c'est un truc qui m'est venu tout à l'heure en cherchant justement ce que je pourrais faire après les vacances. Donc voilà, on sait jamais. Bonne soirée, Matt, et puis bonne soirée tout le monde, de toute façon, c'est pas compliqué, hein. Bonne fin de journée en fonction de la plaque géographique où vous vous trouvez. Bonne nuit, bon week-end, bon courage si vous êtes d'astreinte pour pour les admins qui sont d'astreinte. Et donc, nous, on se retrouve donc en streaming, parce que bon, je suis pas déconnecté d'Internet pendant 3 semaines non plus, faut pas déconner. On se retrouve donc sur Twitch dans 3 semaines, du coup, le 22. Et, non. Et d'ici là, comment il dit Julien? Mettez-vous bien, portez-vous bien. À plus sur les internets. Ciao, ciao! Et merci à tous encore, c'était cool!